Et aujourd'hui, nous, on a une team d'athlètes, on a une dizaine d'athlètes à peu près, qui sont tous très proches du monde de l'entreprise. Je sais pas, si je pense à Moez Elassine, il est escrimeur en fauteuil depuis 20 ans et il est manager chez Orange depuis 15 ans. Nantin Keita, qui est athlète déficiente visuelle et sprinteuse, elle gère la qualité de vie au travail chez Malakoff Humanis. Trésor, qui est en charge de l'accessibilité au sein de la SNCF. Voilà, Esteban, qui fait de la sûreté au sein de Viparis. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Ryder. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Eh bien aujourd'hui on est avec Armand. Bonjour Armand. Salut, enchanté. Donc Armand Gicot est le fondateur de JKO, donc tu nous expliqueras un petit peu ce que ça veut dire et d'où Bien ça sûr. vient et ce que tu en fais. Tu n'es pas un sportif de haut niveau, sauf si je me trompe. C'est vrai, t'as raison. Voilà. Tu es un sportif par contre et tu nous expliqueras ce que tu fais comme sport. Mais c'est surtout, je te reçois aujourd'hui parce que tu es un acteur du sport et dans tout un sport, on veut expliquer aussi que il ne faut pas être sportif de haut niveau pour vivre du sport. On peut faire d'autres choses. Mais avant tout ça, et tu nous expliqueras le tout, on va démarrer par le classique portrait chinois. Et donc pour démarrer par la première question, si je te dis un lieu, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Un lieu, alors j'en reviens, donc c'est pour ça que je vais le dire, c'est Berlin. D'accord. Berlin qui est une capitale que j'adore, où j'ai beaucoup d'amis et qui est un lieu où je me sens extrêmement bien et où je trouve qu'il y a beaucoup de liberté. Donc Ok. je choisis Berlin pour sa liberté et la belle vie là-bas. D'accord. Et si tu as beaucoup d'amis, c'est parce que tu y as passé du temps ou c'est des gens qui sont partis ? C'est des Parisiens qui sont allés s'installer D'accord. à Berlin. Ça Ok. m'a même donné un peu envie un jour d'y aller. Donc Ok. peut-être qu'un jour j'y serai. Ouais. Mais une super capitale, une ville où ça bouge beaucoup, mais où je trouve tout le monde est... alors ça parle un peu avec nos sujets, où il y a beaucoup de diversité, beaucoup d'inclusion, beaucoup de cultures différentes. Donc je m'y retrouve pas mal. Et en tout cas, ceux qui sont pas allés à Berlin, allez-y parce que ça vaut le coup. Ok, c'est noté. C'est dans mes petits trucs. Si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ou... Moi, je suis plutôt salé. Ouais. Et là, je pense plutôt à l'Italie et à la pizza. C'est assez simple, mais ça marche tout le temps. Je suis d'accord. Donc pizza et ouais. Je pense à Naples notamment. Hein. Ok. Où t'as déjà été ? Ouais, où j'ai Ouais. été il y a pas très longtemps non plus. Enfin, ça remonte un petit peu, Ouais. mais que des bons souvenirs aussi. Et notamment sur la pizza, qui est le truc le plus simple, mais là-bas, elles avaient quand même pas le même goût, quoi. A priori, des retours que j'ai eu effectivement de Naples, elles ont pas le même goût et voilà, ça c'est la force des lieux et de la tradition et autres. Exactement. Et Naples en plus, ville de sport aussi. Ville de sport, j'étais allé Ouais. voir d'ailleurs. C'était l'année dernière. Alors ils étaient pas champions là, ils sont champions. Ouais, là, ils viennent d'être champions. Ils Ouais. sont champions, mais j'y étais allé. On est allé voir un match au stade Maradona. Et alors ? Assez mythique, Ouais. assez mythique, une ambiance, c'est pas comme dans tous les stades, ça chante pas forcément, mais il y a ça vibre quoi pour l'équipe et toute la ville était bleue et blanche, donc c'était magnifique. Ok, on note aussi Naples. Là, on est en train de voyager, tu nous fais voyager, Exactement. c'est cool. Si je te demande une passion et ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais ? Alors bon, je vais pas être très original, mais on parle de sport. Moi, je suis un grand passionné de sport et je fais du handball depuis très très longtemps. D'accord. Donc je peux, si j'ai du temps devant moi, je peux regarder des matchs de hand, que ça soit la Star League, enfin la Ligue Imoli Star League en France, ou des matchs de toutes les compétitions internationales ou de Ligue des Champions ou même des championnats allemands. Je peux regarder 3 matchs de hand de suite si j'ai le temps, donc le hand sans hésiter quoi. Ok. Et puis en hand, on a été servi ces dernières années en France, vraiment. mal. Enfin, et j'allais dire ces dernières années, c'est une bonne grosse décennie, voire beaucoup plus. Moi j'ai l'impression même. que depuis que je suis né, on est toujours plutôt bon Ouais, c'est ça. avec l'équipe de France, donc faut en profiter.
Et d'ailleurs, c'est pas assez médiatisé, mais bon. C'est clair, je suis d'accord. Mais c'est super, et que ce soit l'équipe de France féminine ou masculine, c'est top. Donc le hand sans hésiter. Ouais, t'as raison, on a démarré en 92, première médaille, et puis depuis, et tu as raison sur le fait que si c'était dans le foot ou si c'était même dans peut-être le rugby, parce qu'après les autres sports, allez, on va dire peut-être le basket un tout petit peu, mais on est presque au même niveau basket et hand. Si c'était foot ou rugby, on en ferait des tonnes et ça serait des premières pages. Et là, ils ont fait des trucs insensés. On a quand même fait, derniers Jeux Olympiques, on a fait les femmes et les hommes médailles d'or. Quoi. On se pose toujours un peu cette question parce qu'en fait, pour que ça soit diffusé en clair, quoi, il faut arriver quoi, en quart ou en demi, je pense. Ouais, a priori, ils ont un truc, une obligation à partir. Enfin, le service public peut racheter à partir du moment où c'est demi, si je me trompe pas. C'est ça. Et puis il y a certaines compétitions, c'est que la finale. C'est ça. Donc, qui est dommage, je trouve, parce que c'est un sport qui est quand même. C'est un sport qu'on fait aussi beaucoup quand on est jeune à l'école. C'est un sport qui véhicule des valeurs super, de compatibilité, d'esprit d'équipe, de collectif, de stratégie. Comme plein d'autres sports, ils sont pas assez médiatisés, même si on n'est pas non plus en train de dire qu'on n'en voit pas à la télé. Mais chose aussi assez étonnante pour les femmes, je sais que la Ligue 1, la première division, ils avaient des problèmes de financement et les masculins aussi, et ils ont créé une chaîne qui s'appelle Handball TV maintenant, qui est payante, mais qui est quelques euros par mois. Mais voilà, ça pose aussi des sujets un peu de financement du sport. C'est clair. Mais je pense même qu'il y avait un club féminin qui a mis la clé sous la porte il n'y a pas longtemps, ou en tout cas qui était en très grosse difficulté. Exactement. Et pourtant, c'est dans le hand féminin que les avancées pour les femmes, pour le congé maternité, étaient le plus mis en avant. Donc, c'est un peu particulier. C'est vrai, avec Cléopâtre Darleux notamment, capitaine pas capitaine, mais gardienne de l'équipe de France. Donc, bien sûr, t'as raison. Voilà, malheureusement, c'est le côté. Et j'ai eu la chance d'assister à une conférence avec Nelson Montfort sur son livre Mémoires olympiques. Et il me confirmait, parce que j'ai eu la chance de pouvoir lui poser une question, et il me confirmait qu'en fait on est un pays de supporters, c'est-à-dire qu'on supporte quand l'équipe va un peu loin, quand il y a quelqu'un qui est proche de la médaille d'or, mais sinon on n'est pas un pays de sport, on est un pays de supporters. Voilà. Et c'est vrai ce qu'il dit en fait. Enfin, je le rejoins, c'est qu'on constate que y a des pays, même quand ils sont dans le dur, on va prendre les Pays-Bas, ils sont tous en orange, c'est un petit pays, ils sont tous en orange dans le stade. Nous, on va au stade, on y va habillé normal, on va pas mettre un maillot parce qu'on n'ose pas trop mettre en avant notre appartenance. Ouais, et puis on est difficile parce qu'on a eu des tellement bons moments par le sport aussi sur ces 20 dernières années que en fait, si on n'est pas en finale, ça nous intéresse pas. Et on est fort dans la critique aussi. Si on regarde les tennisman, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu entre guillemets de bons résultats. Ils en prennent un petit peu plein la gueule, quoi. Donc, on est un pays qui est difficile parce qu'on a eu des bons résultats, et je pense qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus humble, et en effet qu'on prenne un peu exemple sur ces pays. Quand on voit les Islandais qui viennent au stade à 30 000, alors que je sais pas combien ils sont dans leur pays, mais il y a un tiers du pays qui est plus là, quoi. C'est clair. C'est beau, ça, c'est de la ferveur, quoi. Et ça, faut qu'on le retrouve. Donc c'est un bon point, Nelson. Et tu parlais du tennis, c'est drôle parce que hier soir je regardais, je suis tombé sur un aparté avec Richard Gasquet, et qui expliquait que en fait, pour ceux qui ne savent pas, au même âge, il battait Nadal à 12 ou 13 ans, ils avaient le même âge, il battait Nadal, et aujourd'hui la question que lui posait la journaliste, c'est et si vous aviez été une autre nationalité que française, et lui il reconnaissait que la pression qu'il a eue en France sur le tennis, parce que Noah ayant gagné le dernier Grand Chelem en 83, on s'est dit c'est le suivant, et on a mis trop de pression. Donc effectivement, on n'est pas un pays de sport, et en plus tu as raison, on est hyper exigeant. Et oui. Pour terminer le portrait chinois, si je te demande une personne ou une personnalité qui a compté, qui compte, qui t'a inspiré, il peut y en avoir plusieurs, parce que je sais que certains m'ont dit mais si je dis mon papa et que je dis pas ma maman, voilà, ou d'autres m'ont dit ouais mais je peux te citer telle personne. Vas-y, comme tu veux. Ouais, non, je pense que je vais rester quand même dans le sport. Alors il y a encore dans le hand, forcément. Moi j'ai un peu vécu avec quand j'étais petit, avec les Richardson et les Karabatic. Je trouve que Karabatic, c'est un beau
c'est quelqu'un d'assez humble, qui est pas non plus, alors qui est un peu méga star, mais qui est pas non plus à crier sur tous les toits, qui reste assez simple entre guillemets, qui a une longévité qui est assez incroyable. Ouais, Bon, moi je fais du hand, j'ai 32 ans et je vois qu'il en a 38 et qu'il en fait encore à haut niveau. Bon, ça commence à être compliqué, mais j'aime bien aussi cette longévité, cette ténacité. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a été là un petit peu tout au long de ma vie de supporter de hand, quoi. Et je le vois un peu maintenant à Paris où j'essaye d'aller le voir aussi. Donc ouais, je pense que Nicolas Karabatic c'est une belle personne. J'aime bien son frère aussi, Lucas, qui a un autre parcours, qui faisait du tennis avant, qui a eu beaucoup de pression aussi quand il est arrivé dans le hand, mais qui a fait son bonhomme de chemin et maintenant qui est quand même capitaine de l'équipe de France. Donc, quand même. donc c'est et chouette. puis faut souligner que Nicolas Karabatic, alors c'est un des Français, enfin je pense c'est même le Français le mieux payé dans le hand, mais à des années-lumière de nos amis footballeurs et autres, et je le vois investir dans des choses intelligentes pour la planète, et je trouve ça bien parce qu'il pourrait investir dans des trucs faciles qui lui font beaucoup d'argent, et il investit plutôt dans des causes qui lui tiennent à cœur, et je trouve ça bien, quoi, faut le souligner. Ouais, carrément, il a investi dans des sociétés, dans l'écologie, dans le recyclage ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai plus le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise qui aide des sportifs de haut niveau à s'investir à la fois financièrement dans les entreprises qui ont du sens, mais aussi à s'investir vraiment, à venir au comité de direction, à venir au board, pour qu'ils puissent aussi partager. J'imagine que Karabatic, il a des choses à dire sur l'esprit d'équipe et comment on manage. Et je sais qu'il y participe, donc c'est chouette. Bah c'est top. Enfin, vraiment, voilà, faut souligner ces personnes-là. Maintenant qu'on a fini ton portrait chinois, on va pouvoir entrer tout doucement dans ton parcours, et pour ça, j'ai 3 autres questions. La première, ce serait si je te demandais un souvenir de sport en tant que spectateur, quel est le souvenir qui te viendrait à l'esprit? Ouais, alors c'est marrant parce qu'on fêtait les 20 ans il y a pas très longtemps. En fait, c'est la victoire. Je suis désolé, je reste dans le hand. Et c'est la victoire de Montpellier Handball contre, il me semble que c'est Pampelune, en finale de Ligue des Champions. Et de l'autre côté, il y avait, c'était San Antonio, ça s'appelait l'équipe. Il y avait Jackson Richardson qui était la méga star, et plein d'autres. Et à l'époque, c'était en aller-retour, la finale, qui était un super concept d'ailleurs. Et ils avaient perdu de 8 buts, je crois, à l'aller là-bas, et ils gagnent de 10 buts au retour dans une ambiance incroyable. Et je me souviens avoir regardé le match. C'était sur Sport Plus, une chaîne qui n'existe plus. C'est vrai. Qui diffusait le hand et un petit peu de foot aussi. Et j'ai trouvé ça incroyable dans le renversement et dans l'aspect psychologique, en fait. Le hand, c'est assez psychologique, on voit qu'il y a des temps forts, des temps faibles, et là en fait ils les ont écrasés, quoi, parce qu'ils avaient plus envie, et donc j'ai trouvé ça dingue dans un match où ils les ont écrasés, mais il fallait quand même aller chercher 10 buts, quoi. Donc voilà, j'ai un souvenir jeune en robe de chambre devant la télé chez mes parents en regardant Sport Plus. Enfin, c'était incroyable, quoi. Ok. Et si je te demande maintenant un souvenir de sport en tant qu'acteur, toi? Alors ça peut être acteur, joueur ou autre, mais ça peut être aussi acteur du sport tel que tu l'es aujourd'hui. Non, ouais, moi ça fait 16 ans que je fais du hand en compète en tant qu'amateur, hein. Si, j'ai un super souvenir de victoire de Coupe des Yvelines, parce que je fais du hand dans les Yvelines. C'était contre est-ce que j'ai l'équipe encore, Voisin le Bretonneux, je me souviens. Et bon, c'est assez marrant parce que c'était à l'époque en région, on n'avait pas beaucoup de supporters normalement, mais là c'est la finale, donc je sais pas, il y a 200 personnes, il y a plein de monde, et en plus on a un peu mal débuté le match et on était revenu à la fin et on gagne, et c'est un super souvenir parce que on a un peu l'impression d'être une star pendant quelques minutes, et de soulever une coupe, c'est quand même chouette. Donc ouais, je garde ça, et jeudi on a la demi-finale de Coupe des Yvelines, donc on espère aller en finale. Ok. Et faut le rappeler, c'est que même si on est à un niveau régional ou autre, c'est des moments forts de cohésion, de supporters, il y a plein de choses qui se passent dans ces matchs-là, et on oublie souvent de le souligner. On se dit t'es pas sportif de haut niveau, ouais, mais tout ça apprend. En fait, je pense que réellement, ce qu'on vit en tant que sportif amateur versus ce que vivent les sportifs professionnels, en fait, globalement, c'est la même chose. Alors, ok, il n'y a pas les télés, ok, il n'y a pas tout cet enjeu-là, mais en fait, quand on est sur le terrain, on a la même envie et on vit des trucs incroyables, quoi.
et c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour ça qu'on va à l'entraînement, c'est pour ça qu'on c'est compliqué aussi le sport amateur parce qu'on a tous nos boulots, on a tous des familles, on a tous des donc y a ça aussi qui rentre en compte. Et j'avais déjà entendu des sportifs de haut niveau qui disaient mais je sais pas comment vous faites les gars, parce que vous avez une vie à côté, nous on fait ça, c'est notre boulot et c'est entre guillemets plus facile quoi. Mais on vit les mêmes choses et il y a des moi j'adore le sport d'équipe pour ça quoi, de se dépasser ensemble, d'aller chercher d'aller chercher des victoires qui sont inespérées, d'aller jouer contre des équipes qui sont censées être plus fortes mais en fait de faire match égal. C'est super, et en effet tu fais bien de le rappeler, c'est avant tout pour ça qu'on le fait, et on vit les mêmes choses et on transmet aussi les mêmes choses, parce que nous on le voit, on a des supporters un petit peu fétiches qui viennent nous voir quand même de temps en temps, et c'est chouette et je les remercie, et eux ils vivent à travers nous des trucs assez forts, donc ouais, t'as raison, c'est la même chose. Et puis j'en profite pour aussi souligner le fait que de temps en temps les fédérations, il faut aussi qu'elles comprennent, parce que des fois on veut un peu professionnaliser le sport, et moi je vois dans le basket, puisque j'ai les mains dedans, on a tendance aussi à complexifier les choses de cette là, alors que ce sport, enfin tous les sports j'allais dire au niveau régional et tout ça, c'est ce qui fait le fondement, et donc dès qu'on complexifie un peu tout ça, il faut avoir autant de diplômes dans tel club, il faut autant, c'est bien parce que ça professionnalise, mais à un moment ça limite aussi l'accès au sport. Bien sûr. Et il y a des parents qui disent c'est bon, si c'est pour aller faire des tables tout le week-end j'arrête, et ainsi de suite. Donc de temps en temps je pense que les fédés elles doivent écouter que c'est là où se trouve le poumon de notre sport. Bien sûr. Et qu'il faut aussi savoir jongler et pas prendre trop de décisions là-haut dans les bureaux. Bien et sûr. Venir dans les clubs quoi. Ouais, je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre et voir comment ça se passe sur le terrain. En effet, c'est la base, le département, le régional, c'est là où ça se passe aussi, et c'est là où on vit des super moments, mais en effet, faut pas trop complexifier. Après, en effet, on se rend compte qu'à d'autres niveaux, moi je sais qu'on manque d'arbitres, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les arbitres, et sans eux, on fait pas grand-chose. Donc c'est bien aussi, mais il y a des difficultés en effet quand on veut aller un petit peu plus loin, mais ça reste il faut se dire aussi que ça reste des bénévoles, ça tient sur des bénévoles, ça tient sur des gens qui sont là et qui sont pas payés, et que sans eux on fait pas grand chose, mais ça reste de la passion, donc gardons ce mot passion au centre de tous les débats. Et avant de commencer à parler de ton parcours, c'est ma dernière question, par rapport à ton entourage familial, ton entourage proche, est-ce qu'il y a des gens qui sont très investis dans le sport et c'est ce qui t'a donné envie, ou est-ce que c'est plutôt j'ai fait du sport et je me suis dit tiens, il y a une opportunité professionnelle dans ce domaine-là après? On a toujours été une famille quand même assez sportif, et le sport, on a toujours été bon en sport à l'école, mes frères et sœurs aussi, mes parents aussi, de ce que j'ai compris. Il n'y a pas forcément de grands... mon père a fait du volley, ma sœur aussi, mon frère a fait du foot et du rugby. Allez, si je devais me faire mousser un petit peu, c'est peut-être moi qui suis allé le plus loin, on va dire, et qui a été le plus un peu résilient là-dedans. Moi, le sport, j'ai commencé, j'ai fait du foot un peu, et après l'AS, moi j'ai fait du hand à l'AS, et c'est ça qui m'a donné envie d'aller plus loin. Et après, j'ai trouvé un club à côté de chez moi, et voilà. Mais on est une famille, quand même, on s'est dit le sport c'est important, ça fait partie d'un équilibre. C'était surtout ça. Et ma mère c'était très importante que j'ai des bonnes notes en sport, quoi. Okay. Et j'en ai pas tout le temps des bonnes notes autre part, donc bon, il fallait quand même se rattraper sur le sport. Donc voilà, ça faisait partie de se dire c'est important de se construire à travers le sport. Après, si tu as envie d'en faire plus, t'en fais plus. Si tu as envie de faire de la compète, tu fais de la compète, mais c'est pas une obligation. Mais plus le sport comme éducation, quoi. Ok, est-ce qu'il y a une très bonne logique, parce que tu le vois toi au quotidien avec le job que tu fais aujourd'hui, mais dans tous les parcours que j'ai pu avoir dans les podcasts et autres, on voit que ça aide à se construire. Et carrément. Tu le disais, des sportifs de haut niveau qui viennent dans un conseil d'administration, il y a du sens, il y a quelque chose. Écoute, maintenant c'est le moment où je vais te laisser te raconter un peu notre parcours, ce qui t'a emmené jusqu'à fonder JKO et expliquer ce que fait JKO. On va rapidement balayer ce qui t'a tout doucement construit pour arriver jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Vas-y, je te laisse la parole, est à toi. Ça marche. Alors c'est un peu un hasard ce JKO Sport. Vous l'avez compris, toujours été assez sportif. Moi j'ai fait une école de commerce et au début j'étais commercial dans la finance et le marketing, donc rien à voir. Okay. Et j'ai voulu me rapprocher de ma passion. Et en quittant ma dernière entreprise, j'ai été contacté par un ancien entraîneur de handball qui m'a dit tiens, je rejoins un nouveau club, ils ont besoin de trouver des sponsors. T'es commercial, si t'as envie de te rapprocher de ta passion, peut-être que le sponsoring c'est une bonne idée, pas bête. Et donc j'ai commencé à aider ce club
où voilà, j'ai essayé d'aller chercher des financements. Alors c'est un club de national, donc de début de national, donc pas un grand club, mais c'était intéressant de débuter comme ça, d'aller chercher la banque du coin, le commerçant du coin, et voilà, ça m'a mis un pied dans le sponsoring. Alors après, j'ai aidé une fédération un peu particulière qui s'appelle le Plume Foot. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. Je suis très curieux de découvrir des sports. C'est le but aussi voilà. de tout un sport, donc je prends. Pour info, c'est quand même le sport national du Vietnam. Et apparemment, quand on se balade en Vietnam, je suis jamais allé, mais ils jouent à ça dans la rue. En fait, c'est un mix de badminton et de volley. Okay. Donc en fait, tu vas taper dans une sorte de volant qui est plat au bas. Dans le bas, et tu vas devoir le renvoyer de l'autre côté en fait, et marquer des points, donc comme au badminton. Avec le pied alors. Avec le pied. Okay. Donc ils ont des chaussures un peu de clown, un peu plates, très grandes, et en fait ça joue assez souvent en double ou à 3. Et c'est assez impressionnant, surtout les sports, quand on va en Asie, où en fait ils font des contres, ils font des bicyclettes, ils font des... et en fait, pour l'histoire, c'est que la France accueillait les championnats du monde de plume foot. Alors c'est tout petit, il y a quelques clubs, et ils avaient besoin d'un petit peu de sponsors, donc je les ai aidés à aller chercher un ou deux sponsors et à organiser un peu l'événement. Donc c'était assez étonnant, quoi. Et tout ça, tu le faisais dans le cadre d'une structure ou c'était plutôt... Je m'étais mis en indépendant un peu pour tester, et je me suis dit, tiens... j'avais envie de retrouver un petit peu de sens dans ce que je faisais. Le sport, ça me parlait. Et puis bon, je m'étais dit, tiens, je vais aider ce club-là, je vais aider la fédé de plume foot, et puis on va bien voir où ça me mène. Et un jour, j'ai été contacté un peu par hasard, sur LinkedIn, par Mathieu Thomas, donc qui est un athlète en situation de handicap, qui fait du parabadminton, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, tiens, Armand, j'ai vu que tu étais dans le sponsoring. Moi, je suis athlète de haut niveau en parabadminton. Je suis numéro 1 français, top 10 mondial dans ma catégorie, mais je galère. Est-ce que tu peux m'aider ? Je dis, bon, c'est assez étonnant. Je regarde son profil, je vois qu'il est ingénieur en plus. Je vois qu'il est papa de jumeaux aussi. Et je me dis, attends... le gars, il a 3 vies. Enfin, bon, de toute façon, j'avais envie de le rencontrer. Déjà, papa de jumeaux, c'est une vie énorme, rien que ça. Voilà. J'imagine. Je connais pas, mais. Non, j'ai eu dans l'entourage et je peux dire waouh. Voilà. Ça doit être quelque chose. Ouais, c'est très très fort. Et donc, on se rencontre et j'ai un peu pris une claque parce que moi, j'ai jamais été proche du monde du handisport et du handicap encore moins, que ce soit dans ma famille ou mes amis. Et déjà, je me suis pris une claque parce que pour moi, le handicap, c'est quelqu'un qui est en fauteuil au départ. C'est clair. Et Mathieu, il est arrivé, je me souviens, on était à Montrouge, il arrive en trottinette. Il m'a dit, mais attends, c'est quoi ce délire, quoi ? Plus grand que moi, je fais un 91, il fait un 95, plus costaud que moi, bon ça c'est moins difficile, mais je vois quelqu'un, voilà, de fort physiquement, de sûr de lui, qui arrive en trottinette. Enfin voilà, je me dis, ouais, le handicap en fait c'est pas du tout ce que j'avais pensé. Et donc il me raconte son histoire, il a eu un cancer à 17 ans, et qu'en fait qu'il lui a laissé une paralysie au niveau de la jambe droite, et que c'est un handicap invisible, et que voilà, c'est aussi un de ses combats à lui de montrer que le handicap c'est pas forcément que les fauteuils roulants. Ça l'est aussi, bien sûr, mais pour info, ça représente 1,5% des personnes en situation de handicap. Et entre 80 et 85% des handicaps sont invisibles, comme celui de Mathieu. Ouais. Donc voilà, on parle de ça, on parle de ses besoins en sponsoring qui sont quand même assez importants. Il a besoin en moyenne de 50 000 € par an pour être dans les meilleures conditions. Il a très peu de sponsors parce qu'il fait tout. Il ne sait pas forcément démarcher. C'est compliqué de se vendre aussi soi-même. Donc il me dit, écoute Armand, est-ce que tu as envie de m'aider ? Je lui dis, ouais, allez. En plus de mon club de hand, de ça, voilà, j'ai un petit book où j'ai plusieurs choses à proposer aux entreprises. Et je commence. Moi, je suis un commercial, donc je sais prospecter, je sais un peu comment ça marche, mais au début j'essaye de vendre du sponsoring et je me prends des beaux murs, je veux bien imaginer, parce que ça intéresse personne concrètement. Sûr. Alors c'était il y a 3 ans, donc bon, ça a un petit peu évolué quand même depuis, mais ça intéresse personne parce que pas de médiatisation, pas de notoriété, donc quel est l'intérêt de, entre guillemets, de mettre en gros le nom de mon entreprise sur le maillot de Mathieu ? Pas énorme. Donc on essaye un petit peu de réfléchir à quelque chose, et Mathieu m'avait dit un truc intéressant. Il m'avait dit, mais moi il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de parler de mon histoire et par exemple, je sais pas, de faire des conférences, et en fait les entreprises, je leur propose ça, je leur dis en fait t'as pas envie de sponsoriser Mathieu, je le comprends, par contre est-ce que ça t'intéresse de faire intervenir Mathieu, il a des choses à raconter, et là oui,
parce qu'il a des choses à raconter sur le sport, forcément, il a un parcours atypique, il a vaincu le cancer, enfin, il a plein de choses à dire, mais aussi sur le handicap invisible et sur le handicap en lui-même, parce qu'il a travaillé, parce que Mathieu, il est ingénieur, parce qu'il sait ce que c'est. Et dis-moi si je me trompe, hein, mais parce que on l'a dit en off et on va le dire en on, mais Mathieu, ça fait un petit moment qu'on se suit et puis on s'est loupé sur une ou deux, mais si je me trompe pas, pendant longtemps, il l'a même caché en entreprise, son handicap. Ah oui, il l'a caché pendant plus de 10 ans. Ouais. Donc dans toutes ses expériences, en fait, il en a jamais parlé. Et un jour, quand même, il a eu un déclic. Et ce déclic, en fait, ça a été de dire, bah moi, je commence à être athlète de haut niveau, il était ingénieur, les deux en même temps, et j'ai besoin de temps aussi, et en fait, j'ai besoin aussi de montrer à tout le monde que je suis en situation de handicap, que je suis un athlète paralympique. Et il a un peu fait ce qu'il dit très bien et qu'il dira, c'est sa crise de la trentaine, où il a dit, bah voilà, moi, maintenant, je veux être athlète de haut niveau, et en fait, le handicap, bah, j'ai plus peur du regard des autres, parce que sans ce handicap, entre guillemets, je n'aurais pas pu être athlète de haut niveau. Sûr. Alors, c'est pas une généralité pour tout le monde. Le handicap, c'est pas forcément une force non plus pour tout le monde, et on n'a pas envie de dire que c'est forcément facile pour tout le monde, parce que c'est pas le cas. Et on n'a pas tous envie d'être athlète de haut niveau. Mais voilà, le but du jeu, c'est aussi, de par ses interventions à Mathieu, de dire chacun sa montagne. Il a une slide avec une montagne à un moment dans ses conférences. Il dit bah moi, ma montagne en haut, c'est les Jeux paralympiques. Mais y a plein de gens pour qui vous êtes en situation de handicap, mais c'est peut-être de pouvoir accepter son handicap, de pouvoir aller travailler comme tout le monde, de pouvoir en parler librement. Et il y a plein de petites étapes pour y arriver. Mais lui, c'est ce qu'il transmet. Et c'est ce qu'il avait envie de transmettre en entreprise. Et là, en fait, ça répondait. L'entreprise disait, bon, bah ok, cool, on peut inviter un athlète de haut niveau. Et en plus de ça, vous allez m'aider, moi, en tant qu'entreprise, à être meilleur sur les sujets d'inclusion. Et m'aider aussi peut-être à faire en sorte que mes collaborateurs se reconnaissent en tant que personnes en situation de handicap. Et ça, c'est important parce que, petite info aussi pour ceux qui nous écoutent, en France, il y a une loi qui oblige les entreprises à avoir 6% de travailleurs handicapés dans leur masse salariale. 85% des entreprises privées n'y sont pas. C'est très compliqué, il ne faut pas leur jeter la pierre non plus. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on fait des conférences et qu'on fait des interventions. Et l'intérêt de Mathieu, il était là, c'était de dire, moi je l'ai caché pendant 13 ans, y a un moment j'ai eu un déclic, pourquoi pas vous avec votre... c'est une démarche qui reste personnelle, mais c'était ça qui était important. Il faut expliquer que si on n'atteint pas ces 6%, on a une amende qu'on paye, comme beaucoup d'entreprises. Et pour avoir été dans le monde de l'entreprise, effectivement, là où je te rejoins, c'est que on avait des personnes qui avaient un handicap, c'était un problème au niveau du coude. Vraiment, je te prends l'exemple, au niveau du coude. Et quand tu commences à discuter et dire... Attention, nous, le handicap, l'objectif, quand on vous, entre guillemets, on a presque fait un appel au handicap en disant, mais au fond, on est peut-être en train d'embaucher des personnes qui ont ce handicap et nous, on l'a amené sous le coup, et tu en parleras un petit peu plus, mais je trouve que c'est important là de l'expliquer, de faire le lien avec l'entreprise, en disant, si vous avez une problématique, on peut adapter votre poste. S'il y a un handicap, c'est financé. Donc voilà, et c'est là où je fais le lien. Et donc, effectivement, c'est une super idée. C'est pour ça aussi que je voulais te recevoir, parce que ça parle aussi un peu de mon parcours. C'est qu'en fait, le fait de dire, il y a un athlète de haut niveau qui a un handicap et qui vient dire, moi, pendant plusieurs années, je l'ai caché. Et au fond, vous ne l'avez pas vu. Ça veut dire qu'en fait, autour de nous, on a peut-être plein de personnes comme ça. Bien sûr. Et c'est surtout ce qui est important, c'est que mine de rien, par exemple, Mathieu, il compensait aussi. Parce qu'il a un handicap, parce que la position, par exemple, debout, elle est compliquée pour lui pendant un certain temps, parce que prendre les transports, c'est un peu fatigant aussi pour lui. Et en fait, il va compenser. Et c'est le quotidien de plein de gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'éviter, et c'est quelque chose qu'on a envie de démocratiser, de se dire, et ça, c'est ce que dit super bien Mathieu et d'autres aussi de nos athlètes, c'est on a tous le droit d'être performants. Et on nous demande de la performance en entreprise, et faut qu'on soit tous sur un même pied d'égalité. Si vous êtes malentendant de l'oreille gauche, en réunion c'est plus compliqué, et vous allez compenser, vous allez être plus concentré, vous allez faire plus attention, vous allez lire sur les lèvres des gens, et à la fin de la journée, en fait, vous êtes KO, et vous n'allez pas être aussi performant que d'autres. Et là, l'entreprise, elle peut vous aider. Ça peut rester complètement confidentiel, même pas dit aux collègues ou aux managers ou autres.
Mais il va y avoir des compensations, et les compensations, ça peut être un appareil auditif qui va être financé par l'entreprise. Ça peut être aussi tout simplement de dire, les réunions, elles sont à 10h le matin, elles sont pas à 17h l'après-midi. Ou juste tu te mets à gauche et pas à droite. Exactement. Et on l'a pas dit avant aux personnes, mais tiens, assis-toi là, machin. Et puis voilà, et tu as raison, ça me parle en tant qu'ancien RH de situations dans lesquelles on s'est retrouvé où il y a des gens qui disent je veux bien, mais tu n'en parles à personne. Ok, pas de problème. Exactement. On trouve des solutions, mais la mise en lumière, elle est importante. Exactement. Et donc, en avançant avec Mathieu, on s'est rendu compte de ça. On s'est rendu compte de la force que ça pouvait avoir. Le handicap reste, en France et dans d'autres pays, mais en France aussi, quelque chose d'assez tabou et assez épineux. C'est quelque chose qui, on veut pas trop en parler. Et en fait, l'aborder par le sport, ça peut être un vecteur. Le sport, par définition, c'est inclusif. Tout le monde a le droit de faire du sport. Qu'on soit un enfant, un homme, une femme, il y a des catégories. C'est un petit peu pareil dans la façon dont on l'aborde. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, il y a des entreprises qui nous faisaient confiance avec Mathieu qui intervenait en conférence. On avait développé un petit peu d'événementiel parce que Mathieu avait envie de faire découvrir le para-badminton aussi, de se mettre en situation de handicap. On met une attelle sur le genou des participants pour qu'ils puissent être dans la même situation que Mathieu, se dire ah ouais, ok, c'est comme ça qui doit se déplacer. Ah ouais, ok, je comprends ton quotidien. Et de fil en aiguille, un jour, il y a une entreprise qui m'a demandé de faire intervenir Mathieu et Mathieu n'était pas dispo. Donc du coup, j'étais un peu embêté. Et puis Mathieu me dit mais tu sais, des athlètes paralympiques, il y en a plein. Crée-toi une team en fait. Et de là en fait, moi j'ai construit cette équipe, cette team d'athlètes dont je suis hyper fier, qui sont des gens qui ont eu des histoires assez incroyables, super inspirantes. T'as fait intervenir Axel la dernière fois, je pense que tes auditeurs et auditrices ils peuvent en témoigner. Et nous, ce qui est hyper important, c'est qu'ils aient toujours cette casquette aussi du monde de l'entreprise, comme Mathieu. Parce que quand on les fait intervenir en entreprise, il faut qu'ils puissent connaître, il faut qu'ils puissent avoir le langage, savoir quels sont les process, quels sont les rouages, et que ça parle aussi aux gens et qui connaissent typiquement comment ça se passe quand on est en situation de handicap dans une entreprise, quels sont les préjugés, les stéréotypes, comment est-ce qu'on fait pour être intégré auprès et inclus auprès d'un manager. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, nous, on a une team d'athlètes, on a une dizaine d'athlètes à peu près, qui sont tous très proches du monde de l'entreprise. Si je pense à Moez Elassine, il est escrimeur en fauteuil depuis 20 ans et il est manager chez Orange depuis 15 ans. Il a été managé par des personnes en situation de handicap, par des personnes valides, et puis lui aussi il l'a fait. Il y a plein de trucs à apporter. Nantin Keita, qui est athlète déficiente visuelle et sprinteuse, elle gère la qualité de vie au travail chez Malakoff Humanis. Pareil, plein de choses à raconter. Trésor, qui est en charge de l'accessibilité au sein de la SNCF. Esteban, qui fait de la sûreté au sein de Viparis. Donc voilà, pour nous, c'est des parcours de vie hyper inspirants, plus d'avoir ce lien avec le monde de l'entreprise pour intervenir, faire changer les choses sur le handicap de par leur parcours et ce qu'ils vont partager. Ok. Et donc quand tu crées JKO, c'est quoi le modèle sur lequel tu te fixes? Parce qu'on va en parler dans le sport, la difficulté. Si on prend l'exemple pour Mathieu Thomas et puis pour tous les autres, c'est la même chose, c'est trouver des finances. Donc je suppose que toi, à un moment donné, quand tu réussis à leur trouver un sponsor, tu prends ta part pour vivre aussi, pour faire vivre ton entreprise. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou c'est un autre système? Oui, bien sûr, le modèle, il est assez classique, on va dire, sur du commissionnement. Aujourd'hui, on peut pas faire payer les athlètes on peut pas leur demander de payer notre service parce que c'est trop compliqué pour eux. Et malheureusement, c'est pas faisable. Et donc aujourd'hui, c'était moi ce que je leur proposé au départ, et ce qui est toujours le cas, c'est que de la réussite. Okay. C'est viens dans ma team, nous on a un réseau, on va démarcher, et puis on va te trouver des actions à mettre en place, et nous on va prendre une commission en fait sur la totalité du contrat. Et alors maintenant on se place plus comme aussi une agence événementielle, donc il y a un coût aussi de production et de réalisation des événements. Le modèle de commissionnement, il est pas facile parce qu'il faut aller chercher du volume, et donc c'est pas évident, mais voilà, il faut que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Et en fait, plutôt que d'aller chercher des sponsors, alors ce qu'on fait aussi un peu aujourd'hui, mais en fait, on s'est rendu compte que si Mathieu ou les autres ils font 3-4 conférences dans le mois, en fait, ça reste un sponsoring en fait aussi. Et puis ça leur permet de rencontrer des entreprises, ça leur permet aussi de mettre un pied dans l'entreprise. Et de se dire, c'est ce qu'on fait par exemple avec le groupe Avril. Mathieu, il a fait une conférence pour le groupe Avril dans l'agroalimentaire. Ça s'est super bien passé, les collaborateurs l'ont adoré.
Bah, en fait, maintenant, il est soutenu par le groupe Avril jusqu'au Jeu de Paris. Ok. Et en fait, c'est une super histoire, quoi. C'est top. Et donc, le sponsoring arrive peut-être en deuxième partie. Nous, on n'est pas fan du mot sponsoring, mais on voit plutôt ça comme devenir un ambassadeur ou une ambassadrice. Et Mathieu ou Nantenin, par exemple, ils sont ambassadeurs, ambassadrices de la diversité, de l'inclusion dans les entreprises. Et en fait, ils vont se balader un petit peu partout, partager la bonne parole, entre guillemets. Et bien sûr, il y a des enjeux de communication interne et externe aussi, mais c'est plutôt d'aller sensibiliser et d'avoir un discours pour les entreprises qui est tenu par une personne qui est externe. Tu dois le savoir en tant qu'ancien RH. Bien sûr. Pas facile de dire Non. venez vous reconnaître en tant que travailleur en situation de handicap. Moi, je suis votre interlocuteur, je fais partie de l'entreprise. T'as un peu une double casquette qui est de dire ok, je viens t'aider, mais il y a aussi les enjeux de l'entreprise d'arriver à ces fameux 6%. Et bah là, d'avoir quelqu'un qui t'appuie, qui est extérieur, qui a pas ces enjeux-là, bah ça peut être une idée. Donc, Et donc ça veut dire que pour clarifier, je vais prendre l'exemple, Mathieu, il fait t'as Trésor, t'as Axel, peu importe, ils font 2 conférences dans le mois par exemple, l'entreprise paye X euros, toi tu prends une partie et eux ils prennent une partie, donc c'est effectivement, ça remplit leur budget, leur besoin de financement pour leur budget global de l'année sur la partie sport. Exactement. Et l'autre chose que je voulais te partager, parce que c'est important de le mettre au milieu, c'est que effectivement là où tu as raison, moi j'avais une chance, entre guillemets si je peux appeler ça en tant que RH, c'est que j'avais une partie de ma famille du côté de ma mère qui est atteinte de surdité, donc forcément le handicap je l'avais vécu en tant que petit, et là où tu parles de handicap invisible, c'est le cas. Je me suis retrouvé une fois au mariage où mon parrain aime faire de la photo. Il y a un moment, le curé dit personne se lève et tout. Lui, il est en train de se balader, il l'entend pas. Et à un moment, il fait les photos et t'as le curé qui dit celui-là, il m'écoute pas. Et on avait envie de dire oui, en fait, il écoute pas parce qu'il entend pas. Parce qu'il peut pas. Donc c'est la réalité du quotidien. Et pour rejoindre le monde de l'entreprise, nous, ça nous arrivait quand on avait les journées du handicap. Bien sûr. J'ai un souvenir, on avait fait du cécifoot. Oui. Et on avait mis les personnes, comme tu l'as expliqué pour Mathieu Thomas, en situation de handicap, donc avec plus de vues, pour certains, parce qu'on avait des personnes, on leur a dit on va faire la même chose, mais on va pas mettre de son et on va le faire juste au visuel. Et quand on se peut pas se parler, c'est aussi compliqué. Donc il y avait une sorte de jeu de mise en situation. Et tu as raison, c'est les meilleures actions. Et là, je parle au nom des entreprises qui écouteront ce podcast. C'est les meilleures actions qui parlent le plus parce que les gens s'en souviennent 2-3 ans après. Bien sûr. Wow. Et donc, quand on parle de handicap, si on fait le lien avec ça, tac, on a fait un ancrage. Et donc, c'est ce que tu fais a priori au quotidien avec tes sportifs. Le but, il est là, c'est de mettre en place des actions impactantes qui vont permettre de faire changer les regards. Et en fait, pourquoi le monde de l'entreprise ? Parce que quand on est en situation de handicap, c'est tellement important d'avoir un emploi qu'il faut absolument que ça soit le cas. Bien sûr. Aujourd'hui, avoir un emploi, c'est être indépendant, c'est être autonome, c'est réussir à vivre comme tout le monde. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on s'est donné ce combat de rendre les entreprises plus inclusives par le sport à travers des athlètes qui sont en situation de handicap, qui ont réussi à l'accepter, à le dépasser, à en faire une force, et qui peuvent être un exemple, un modèle. Et c'est ce que te dira Mathieu aussi. Mathieu, il a manqué de modèle, par exemple, quand il était jeune. Normal. Et c'est à la fois dire à des personnes, vous êtes en situation de handicap, l'entreprise est prête à vous accueillir, et c'est le cas assez souvent, et il y a des personnes qui sont là, qui sont compétentes pour le faire. Mais c'est aussi de dire aux managers, parce que ça passe par eux aussi, vous êtes manager, bien sûr que ça vous fait peur le handicap au départ, et c'est normal. Ça s'appelle des biais inconscients. Nantenin et Keita en parlent super bien, mais c'est normal d'avoir peur en fait. Il faut pas avoir. Moi quand j'ai raconté un peu mon histoire l'autre fois sur LinkedIn avec Nantenin, la première fois que je l'ai vu, j'avais peur. Je me suis dit ok, elle est déficiente visuelle, elle va arriver avec une canne, avec des lunettes de soleil. On va prendre un café, il va falloir que je lui porte son café. Mais non, pas du tout. En fait, elle est complètement autonome. Elle regarde son portable d'un peu plus près. Voilà, c'est tout. Mais les managers doivent aussi comprendre
que c'est une richesse d'avoir des personnes en situation de handicap dans son équipe, et il faut leur faire passer ce message-là aussi. Et juste une question, parce que c'est assez technique, mais ça peut aider les entreprises à prendre des décisions. Dans les 6%, Oui. il y a aussi des actions qu'on n'est pas obligé d'embaucher que des personnes en handicap. On peut aussi faire travailler des entreprises. Donc quand ils font une conférence avec toi, est-ce qu'ils peuvent le rentrer dans ce quota des 6% ou c'est pas le cas ? Oui, si, il y a en fait, il y a deux choses. Il y a, en effet, on peut soit donc employer des gens qui vont faire augmenter son taux, soit aussi faire appel au secteur protégé, C'est ça. donc des établissements adaptés qui emploient des personnes en situation de handicap, qui peuvent vous faire des prestations pour tout, enfin pour plein de choses, un traiteur, pour un événement, une imprimerie ou autre, mais aussi faire intervenir des travailleurs donc des TIH, des travailleurs indépendants handicapés, et nos athlètes sont travailleurs indépendants handicapés puisqu'ils ont leur propre auto-entreprise et ils sont en situation de handicap, et donc ça rentre dans la déduction aussi, ça rentre dans le secteur protégé et dans la taxe. Et puis nous, nos actions aussi de sensibilisation, elles sont déductibles dans certaines conditions aussi de la taxe AGFIP, donc il y a un investissement qui est là, mais qui peut aussi être optimisé. Bah oui, donc Ce ça qui fait est un super. double impact entre Exactement. guillemets. Tu fais de la communication et Et en oui. plus derrière tu peux le déduire. On sait que comme l'argent c'est le nerf de la guerre, C'est vrai. On va pas se mentir là-dessus. Il y a aussi une question de diversité. Comment tu traites ce sujet ? Comment il est abordé par les athlètes pour mettre en avant, puisque c'est ce que tu mets en avant, la question de la diversité et du handicap. Comment tu mets en avant ce sujet ? Oui, alors nous en fait, alors forcément ce sont des athlètes qui sont en situation de handicap, mais ça fait partie d'une de leurs différences. La diversité, c'est justement quelles sont nos différences qui nous construisent chacun et chacune. Je vais prendre l'exemple de Nantenin qui est pour moi une personne qui a vraiment tout compris là-dessus et qui est un bon exemple. Nantenin, c'est une femme noire, albinos et déficiente visuelle. Toutes ces différences font d'elle en fait sa richesse et tout ce qu'elle peut apporter en entreprise. On va parler forcément d'égalité homme-femme en entreprise. On va parler forcément aussi de couleur de peau. On va parler d'albinisme parce que, par exemple, en Afrique, les albinos sont persécutés et maltraités. Et forcément, on va parler de handicap parce que elle est déficiente visuelle, donc elle a besoin d'adaptation de poste. Chez Malakoff Humanis, elle a un écran qui est plus grand que les autres, peut-être. Elle a des logiciels qui lui permettent de zoomer, d'être exactement. Donc la diversité, en fait, par nature et par essence, on va l'aborder parce que tous nos athlètes, ils ont des profils, mais comme tout le monde en fait. C'est un peu aussi l'histoire de ton podcast. Tout le monde a une belle histoire à raconter. Bien sûr. Et c'est vrai, on a tous des différences. Et je pense que ça permet aussi de prendre un petit peu de recul et de se dire que quelque chose qu'on a considéré comme catégorie handicap, en fait, nous on a des différences aussi chacun, même si on n'est pas en situation de handicap, qui, c'est peut-être pas dans la catégorie handicap, mais c'est une autre catégorie, et ça fait de nous aussi des gens différents. Donc la diversité de par les profils des athlètes qu'on a, on va l'aborder par le prisme forcément du handicap, parce que c'est un peu la première, la base, mais ensuite on va parler de plein de sujets. Et peut-être pour donner aussi un petit peu de contexte pour dire ce qu'on fait. Donc nous en fait on est tout simplement une agence d'athlètes handisport et on va déployer des actions impactantes en entreprise sur les sujets du handicap, de la diversité. Donc beaucoup de conférences, de tables rondes, d'événementiels avec des initiations et des découvertes, d'escrime fauteuil, de badminton, d'athlétisme les yeux bandés, de tennis de table. Des handi-défis, on peut vous permettre aussi de faire des team building en découvrant tous ces sports. On a une casquette aussi agence de communication parce qu'on fait beaucoup de production de contenu vidéo pour nos clients, plutôt des grands groupes qui ont besoin de parler auprès de tous. Donc la vidéo c'est super bien. On a fait aussi des podcasts. Et puis après on a cette offre un peu plus sponsoring que nous on appelle programme ambassadeur, où en fait tout ce qu'on sait faire dans ce que je vous ai dit, on le met dans un Mathieu qui est soutenu par le groupe Avril. Et en fait on va décliner plein d'actions tout au long de l'année sur ces sujets-là. Donc ok, et le côté ambassadeur, ça peut être aussi juste d'embaucher la personne quand il y a des besoins. Je suppose que tu as certains athlètes qui viennent te voir et qui aimeraient avoir un job, mais un job adapté. Bien sûr. Et adapté dans les deux sens du terme, adapté à leur handicap, mais aussi adapté à leur volonté d'avoir une carrière sportive à côté, quoi. Exactement. Alors oui, ça c'est aussi une offre qu'on a un petit peu développée, où en fait des entreprises nous disaient mais est-ce qu'on peut les recruter, vos athlètes? Oui, pourquoi pas.
Et alors on a un bon exemple où Esteban Hero, qui fait du tennis de table, a été donc il a fait une intervention pour Vie Paris, qui s'occupe du Palais des Congrès et autres. Et maintenant il s'occupe de il est chef de mission sûreté sur des événements en Vie Paris. Et en fait il est en ce qu'on appelle en CIP, contrat d'insertion professionnelle, qui est un truc qui est aidé par l'État en fait, et qui permet à Esteban de travailler 2 jours et demi par semaine, et d'être détaché quand il a des compétitions, mais d'être payé en fait sur un contrat classique, quoi. Et en fait on se rend pas compte, mais c'est hyper important, parce que même sur des athlètes qui ont pas mal de sponsors, en fait quand on veut acheter un appart mais qu'on n'a pas de CDI, les banques ils vous regardent et vous disent vous êtes gentil, mais et déjà quand on a un CDI c'est voilà. c'est pas facile alors. C'est pas facile, mais quand on veut louer un appart, quand on veut en fait ok, très bien, ton sponsoring, mais qui me dit que dans 2 ans il va pas partir. Donc c'est hyper important. Et si des entreprises sont aussi intéressées pour rencontrer nos athlètes, mais aussi les embaucher, et pourquoi pas avoir une après-carrière aussi pour eux, qui est hyper importante. On sait que l'après-carrière pour les sportifs c'est difficile. Donc oui, il y a aussi ce point-là où on accompagne les entreprises à trouver les meilleurs profils. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le paralympisme, on a des... c'est pas pour dénigrer l'olympisme, mais on a des profils qui sont assez compétents, parce qu'en fait, des gens qui ont eu des accidents, qui ont eu des vies avant, des gens qui ont fait des études, qui ont des diplômes, et donc on a plus de possibilités aussi. C'est pas bien, mais quelque part c'est un peu le monde dans lequel on vit. Mais si l'entreprise veut être un peu stratégique, dans à peine 1 an, là on s'y approche, dans à peine 1 an on a une mise en lumière énorme, et je pense, en réfléchissant un peu, en voyant tout ce que je pense que c'est le sport paralympique qui tirera le plus de lauriers de Paris 2024, parce que encore une fois on a tout notre passé de pays plutôt supporters, comme on le disait, mais l'avantage du sport paralympique, c'est qu'il a 2 missions. C'est que 1, c'est développer le sport, et 2, c'est développer la vision du handicap. Et je pense que les plus grands gagnants, j'ai jamais vu autant sur LinkedIn de parasportifs venir parler et échanger, et donc tant mieux si ça peut changer le regard du handicap. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez un peu de stratégie dans la tête, la mise en lumière, là, dans les mois à venir, elle va être hyper importante, et vous pourrez communiquer plein de fois sur votre entreprise et donc sur votre athlète que vous aurez embauché, athlète féminine ou masculin, peu importe, on n'est pas dans ce schéma-là, mais voilà, ça peut être un avantage. Si je suis un athlète de haut niveau, paralympique ou parasportif, peu importe, et que je veux rejoindre JKO, est-ce qu'aujourd'hui t'es full et tu peux pas reprendre d'autres personnes, ou est-ce que n'importe qui peut venir taper à ta porte? Comment ça fonctionne? On est toujours hyper intéressé par découvrir des nouveaux profils. On a, pour être assez transparent, on a aujourd'hui une diversité de profils qui répondent à tous les enjeux des entreprises. Parce qu'on a construit une team qui est assez diverse, et qui est encore une fois super. Mais tu vois, je prends un exemple. On a une entreprise, pas mal d'entreprises nous parlent aujourd'hui de sujets sur la dépression et le burn-out, qui sont potentiellement des choses qui sont reconnues en tant que situation de handicap dans les entreprises temporaires, et c'est méconnu. Et aujourd'hui, par exemple, on n'avait pas d'athlètes qui étaient capables d'aborder ces sujets. Et on est allé contacter par exemple Charles Rosoy, qui est un athlète nageur handisport, et qui a eu dans sa vie malheureusement pas mal d'épisodes dépressifs, notamment après sa victoire aux Jeux de Londres. Et on va aborder ce sujet-là. Donc en fait, ça nous donne des idées aussi à chaque fois qu'on rencontre des athlètes qui ont différents. Tout le monde est différent, encore une fois. Et donc contactez-nous, venez nous voir, racontez-nous votre histoire. Peut-être que ça donnera rien sur le moment, mais peut-être que ça nous donnera une idée dans 3 mois, 6 mois, et ça nous donne aussi toute entreprise est engagée dans certaines disciplines sportives, et puis après c'est de l'humain, donc c'est de se dire tiens, on a rencontré tel athlète, franchement je pense qu'avec vous ça va coller parce que vous avez telle valeur, et lui ou elle aussi, quoi. Donc toujours hyper intéressé de rencontrer des profils, donc si vous nous écoutez, contactez-nous. Ok. Et pour terminer, c'est quoi l'avenir pour JKO? Je suppose qu'il y a une grande partie des athlètes que vous accompagnez qui ont comme objectif Paris 2024. Mais c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont en cours de développement? Est-ce que c'est déjà entretenir le pool d'athlètes que vous avez sous la main?
Alors oui, il y a déjà voilà, on a consolidé quelque chose qui fonctionne bien depuis 3 ans, mais c'est d'aller plus loin. On est ambitieux. C'est forcément de réussir à capitaliser sur les Jeux de Paris 2024. C'est une incroyable aventure et les entreprises commencent. On sent un engouement déjà qui est là, mais faut le faire maintenant. Faut y aller. Ça va être voilà, c'est les Jeux les plus inclusifs. Le mouvement paralympique va être vachement mis en avant. Aujourd'hui, nous, on a développé des offres justement pour vous faire vivre les Jeux en tant qu'entreprise, en tant que collaborateur. C'est notamment de pouvoir accueillir des athlètes, de les suivre, de suivre leur parcours de qualification et d'aller aux Jeux aussi. Oui. Donc c'est d'avoir une belle histoire avec ces athlètes. Donc ça, c'est une première chose. On a aussi envie d'aller plus loin là-dessus. Nous, on a des offres qu'on est en train de sortir, qu'on appelle des offres aventures, qui vont vous permettre de vivre un moment particulier avec un athlète. Par exemple, d'aller gravir le Mont Ventoux avec Mathieu en vélo. Wow. Donc Mathieu, il fait pas de vélo, il sait un peu en faire quand même parce qu'il est un peu multisport, mais de réaliser, de se dépasser avec un athlète où c'est pas forcément sa discipline sportive et de vivre quelque chose d'incroyable, avec bien sûr un tournage vidéo aussi là-dessus pour pouvoir capitaliser aussi là-dessus. On a aussi envie de manière plus large de créer une communauté sur le handicap. On se rend compte que parler de sport, c'est super, y a plein de gens qui viennent à nos interventions, mais ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont envie on sait pas encore quoi, mais ils ont envie d'aller plus loin. Donc on va aussi en profiter, nous. On va avoir un lieu pendant les Jeux paralympiques pour pouvoir faire vivre les Jeux, mais aussi parler du handicap, parler de la différence, parler de l'inclusion. Donc ça, c'est tous les projets. Et dernière chose, on est 3 dans l'aventure aujourd'hui avec Élise et Anaïs qui m'accompagnent, mais je suis aussi à la recherche d'un ou d'une associée. Alors on a quelques profils avec qui on avance, mais si vous êtes en tout cas plutôt calé commercial ou communication, marketing événementiel, que vous aimez le sport et que ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas aussi à me contacter pour qu'on puisse en discuter. On est toujours ravis, et en tout cas je suis toujours ravi de pouvoir échanger là-dessus. Ok, je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn, et puis après ils peuvent te retrouver très très facilement. Et je voudrais terminer sur 2 exemples, celui d'Axel qui est dans ta team où je vous invite à aller écouter, je mettrai pareil le lien dans les notes du podcast, mais tout ce qu'il a fait avec son handicap, c'est impressionnant, et vous verrez aussi les difficultés qu'il vit avec les fameuses catégories qui changent comme ça du jour au lendemain et où on comprend pas trop. Et je vous inviterai aussi, et je mettrai le lien aussi, l'épisode de Christelle qui a aussi un problème de jambe et qui fait du vélo et qui se retrouve des fois dans des catégories où elle doit lutter contre des personnes qui ont un problème à un doigt, ce qui n'est pas la même chose en vélo que quand on a un problème à une jambe, et qui, quand je l'ai interviewé, venait faire des tours au vélodrome de Roubaix à 60 km/h. Avec une jambe. Et donc là, faut se mettre en situation, et c'est pour ça que quand tu parles du Ventoux, quand tu parles de ces actions-là et tout, ça parle. Et je pense qu'effectivement, si vous êtes une entreprise et que vous écoutez, des fois ça soude beaucoup plus. Alors je sais, pour l'avoir déjà pas mal évoqué dans plein de sujets avec des clients, que le sport, dans les team building, il y a des gens dans les équipes qui disent « Ah non, surtout pas de sport, etc. Je veux pas me mettre en maillot de bain, je veux pas me mettre en short, je veux pas me mettre en machin. » Mais il faut un peu qu'on dépasse tout ça, parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait des vrais team building, quoi. Enfin, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et puis on n'est pas obligé de suer à grandes gouttes non plus. Non. Nous, dans ce qu'on propose assez souvent, c'est des choses qui restent assez classiques, où les gens peuvent venir même 5 minutes tester l'escrime en fauteuil contre Moez, on va avoir un petit coup de chaud, mais c'est assez ça reste assez faisable. Donc je suis d'accord, le sport c'est un super vecteur, et en effet, autre chose je pense à dire aussi, il faut pas que ça soit cantonné uniquement au secteur du handicap. Nos actions aussi, elles servent à toute l'entreprise. Ça sert à la com, au marketing, à la marque employeur. Et aujourd'hui, c'est aussi un enjeu qu'on a, on fait des actions de sensibilisation au handicap, mais pas que. Faire intervenir des athlètes, on n'est pas obligé de labelliser ça handicap. C'est aussi un sujet qui permet de grandir sur plein de choses. On est manager, on va parler de leadership, d'esprit d'équipe, de management. Donc, diversité, tu le disais. Rien que faire intervenir des femmes sportives, pour en avoir interviewé beaucoup. Je peux vous dire que quand vous avez une fille qui fait du rugby en première division et qu'elle vous dit on va en bus, on prend toute la journée, et à la fin c'est nouveau, on a 50 € en petite prime machin, ou certaines, je vais prendre l'exemple de Blandine Pont, puisque ici on est chez Hippon Technologies, merci à SSM Academy de nous prêter les lieux. On parle de judo. Blandine Pont, pour faire ses études de chirurgie dentaire, pour pas aller dans le détail, mais elle le fait en 10 ou 11 ans.
pour pouvoir être athlète de haut niveau, pour peut-être une médaille qui va pas lui ramener d'argent. Donc voilà, je pense que la diversité, elle a aussi du sens. Donc oui, je suis d'accord avec toi, les actions, elles peuvent être diverses et variées. Ramener le sport dans l'entreprise, c'est déjà une très bonne chose. Écoute Armand, merci d'avoir accepté de venir prendre du temps pour parler de ton entreprise et de ce que tu mènes, parce que le handicap, on n'en parle jamais assez, parce personne n'est à l'abri aujourd'hui d'une situation de handicap, hein. Personne ne le choisit, et la plupart des athlètes que tu as ont subi un événement de la vie. D'autres sont nés avec le handicap, mais certains c'est un événement de la vie, et on n'est jamais à l'abri. Donc voilà, ouvrir ses yeux sur le handicap, c'est une super chose, et en plus le faire par le sport, voilà, ces deux sujets me parlaient forcément. Donc merci d'être venu, et puis au plaisir de partager les événements, au plaisir de recevoir certains de tes athlètes pour parler. Ça a déjà été le cas avec Axel, mais au plaisir de recevoir Mathieu peut-être dans la saison 3, comme ça on équilibrera un peu les forces, mais même d'autres athlètes, voilà, tout le monde est le bienvenu, et moi je suis vraiment ravi de pouvoir mettre un peu de lumière sur ces situations-là, parce qu'ils se battent contre plusieurs difficultés, l'argent, l'emploi du temps, le handicap, et puis la réussite dans le sport, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses à tout battre. À fait. Écoute, merci pour cette invitation, ravi d'avoir échangé, et puis s'il y a des gens qui veulent nous contacter, on est dispo. Au plaisir. Salut. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast, ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport, et à très vite sur nos réseaux sociaux.